Mon invité de cette semaine, Alex Shi, n'est pas chercheur, il n'est pas programmeur. C'est pas un gars de code, c'est un gars de business. Ensemble, on va jaser intelligence artificielle. Je suis Antonine Iaccarini. Bienvenue à Duo. Alex, bienvenue. Écoute, j'ai eu envie de discuter d'intelligence artificielle avec toi cette semaine parce que l'actualité, évidemment, nous pousse à ça, mais aussi parce qu'évidemment, tu as une vaste expérience, autant sur les aspects éthiques, encadrement, mais aussi sur l'aspect plus business de la chose. Acquisition, ronde de financement, c'est des mots qui font partie de ton vocabulaire, je pense. Oui. Alex a été avocat en cabinet. Il a travaillé en droit corporatif, propriété intellectuelle. Il a travaillé aussi chez Real Ventures. Il a été le premier investisseur d'Element AI. On va reparler tantôt d'Element AI. Alex a aussi été sélectionné comme l'un des 250 meilleurs leaders à venir au Canada par le gouverneur général. C'était il y a quelques années. Il est maintenant aussi co-chair du groupe de travail sur le futur du travail du PMIA. Je pense qu'on peut dire que le gouverneur général avait vu juste. Alex, tu es effectivement devenu un leader. Tu es à Québec cette semaine parce que tu donnais une conférence dans le cadre de la semaine numérique. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas laissé personne indifférent, je pense. Ah ouais? Oui, ça a été... pour moi, l'intelligence artificielle puis le futur du travail, c'est des sujets d'importance cruciale. On doit faire quelque chose maintenant. Mais les gens, c'est pas sur le radar encore. Alors, juste de faire la conférence, ça a éveillé à l'intérieur des gens une volonté d'action. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Québec, c'est un endroit névralgique pour la réglementation de l'IA. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais personne n'est parti indifférent de la conférence. Bon, c'était ça ton objectif. C'était ça mon objectif. Parfait, parfait. Fait que j'irai voir certains acteurs du milieu de la Ville de Québec, voir si c'est l'impression que tu as laissée. Alex, il y a quelques jours, Justin Trudeau a annoncé des investissements en intelligence artificielle. Ça fait partie de la pluie d'annonces prébudgétaires. On peut dire une petite tentative là, pour le gouvernement libéral de reprendre le dessus face à des sondages désastreux. Je dois dire qu'à court terme, ça fonctionne, pas nécessairement pour les sondages, mais du moins, ils ont complètement éclipsé Pierre Poilievre du radar dans les derniers jours avec toutes ces annonces. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va créer l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle avec un investissement de 50 millions de dollars. On va travailler avec les experts et les gens de l'industrie pour s'assurer que la technologie reste sécuritaire. On va s'assurer d'être responsable, de bien comprendre les risques et de toujours mettre le bien-être des Canadiens et de nos travailleurs au centre de nos préoccupations. Donc, on va parler des gouvernements, de leur positionnement face à l'intelligence artificielle, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te donner un 30 secondes pour nous expliquer, là, en gros, ce que tu fais dans la vie, puis surtout, mettons, comment ta mère l'explique à ses amis. Oui. Qu'est-ce que Alex fait dans la vie? Oui, alors, j'essaye de rendre l'intelligence artificielle une force pour le bien dans le monde. Je pense fondamentalement que c'est une technologie qui va révolutionner toutes les industries et notre manière d'opérer des économies entières. Mais il faut créer un cadre qui soit responsable, qui soit éthique, pour faire en sorte que les avantages soient distribués le plus également, équitablement dans le monde. Alors, en ce moment, comme co-chair du groupe de travail sur le futur du travail au Global Partnership on AI, c'est une alliance de 125 experts et 30 gouvernements, dont les États-Unis, le Canada. On représente à peu près tous les membres du G7. Puis, on est en train de mettre sur papier, essentiellement, c'est quoi le cadre juridique, réglementaire, éthique pour le futur de l'intelligence. Il y a énormément de divergences, mais le Canada, les Canadiens, les Québécois ont un rôle important à jouer parce qu'on est des leaders mondiaux.
On va vraiment explorer cette question-là ensemble dans cette discussion. Je reviens à Justin Trudeau, qui nous expliquait cette semaine, au fond, qu'il veut garder l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Oui. Ça me fait penser à Yoshua Bengio qui disait récemment « On veut que l'intelligence artificielle ne se retourne pas contre l'humain », mais il ajoutait « On ne sait pas comment faire ça ». Est-ce que tu penses que c'est possible de ralentir, de stopper et vraiment d'encadrer ce mouvement d'intelligence artificielle? Ça nous semble des fois impossible. Oui. Je pense que oui. Je pense qu'on peut encadrer de manière responsable, puis on peut créer un monde plus équitable, plus juste dans le futur. Dans les tables de travail où moi je suis, il y a énormément de professeurs éminents, autant en computer science, en sciences des données, qu'en sociologie, économie, etc. Et il y a un consensus que, ultimement, il y a deux voies que ça peut aller, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça peut soit continuer à exacerber les enjeux sociaux qu'on a actuellement, les dynamiques nord-sud, les enjeux même équité salariale, de travail, de classe sociale dans nos sociétés. Alors ça, c'est une direction. Ou on peut vraiment réfléchir aux impacts, aux scénarios qui vont faire, à laquelle on va faire face et commencer à encadrer ça tout de suite. Et il y a des professeurs vraiment fascinants avec lesquels on travaille qui donnent leur avis, par exemple, à la Banque mondiale, au gouvernement américain, au gouvernement canadien et autres, où il y a beaucoup de scénarios potentiels, mais ultimement, l'encadrement actuel, et pour les, je dirais, 3 prochaines années, va être crucial pour les prochains 15-30 ans. Et on parle vraiment d'impacts qui vont changer, dérouter des travails entiers, automatiser ou augmenter partout dans le monde. Alors là, c'est le moment de penser à comment on encadre l'intelligence artificielle, comment on le met au bénéfice des gens, et comment on fait en sorte que ça peut être un outil pour le bien dans le monde. Pour toi, il n'est pas trop tard, là. Pour moi, c'est le moment crucial maintenant. Puis je pense que je ne suis pas le seul. Professeur Bengio, j'ai énormément de respect. Puis dans mon travail avec Element AI, j'ai pu voir l'intégrité et l'intelligence de cet homme qui vraiment veut amener de l'avant une IA responsable et éthique. Et je pense que lui et d'autres sont en train de lancer un cri pour assurer qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, ça ne serait pas sur le radar des gouvernements. Il y avait Yoshua Bengio, il y avait Elon Musk, il y avait d'autres acteurs qui se sont alliés pour faire un appel, une espèce de moratoire, une pause de 6 mois. Ouais. C'est quoi les craintes qui sont exprimées là, à travers ça? Les craintes, c'est essentiellement qu'on perde le contrôle, puis pas nécessairement dans le monde occidental, mais ultimement, c'est que l'environnement de l'intelligence artificielle, il faut comprendre que c'est un environnement ouvert. Les chercheurs publient toutes leurs recherches de manière ouverte. Ça permet à des gouvernements qui n'ont pas nécessairement les meilleures intentions, on dirait Corée du Nord, la Russie, la Chine, d'utiliser ces avancées technologiques pour vraiment avoir des impacts négatifs sur nos sociétés. On parle des élections américaines qui s'en viennent, la désinformation, etc. Alors, ultimement, l'idée du moratoire, c'était de mettre l'attention sur le fait que, en ce moment, il y a des réels impacts de l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis il faut faire attention à qui on donne accès à l'information et au savoir autour de ces nouvelles technologies. Et à cause de cette mouvance-là, il y a quand même eu un changement drastique dans des compagnies privées comme OpenAI, Anthropic, puis d'autres, où maintenant, ils ne partagent plus les informations sur leur code. Ils le gardent fermé. Ça a été vraiment un gros débat, mais ultimement, ça a eu un impact, pas un moratoire comme on aurait pu imaginer, mais ultimement... Une prise de conscience sur certains éléments. Prise de conscience, mais aussi une fermeture de beaucoup des modèles qu'on utilise de manière récurrente dans notre vie ou qui sont les plus popularisés. On ne sait pas sont bâtis sur quoi. On ne sait pas comment ils interagissent avec la société, mais on prend pour acquis que, étant donné qu'ils sont bâtis aux États-Unis, qu'ils représentent nos valeurs et notre manière de penser. Alors, ils ont réussi, dans un certain égard, à commencer à freiner le potentiel côté négatif, mais ultimement, là, en anglais, on dit « the cat's out of the bag », là, c'est pas un moratoire qu'il faut, c'est ultimement un encadrement international de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis
aussi un pragmatisme par rapport à comment le faire de manière intelligente. Puis on parle beaucoup d'encadrement, mais en même temps, est-ce qu'un trop grand encadrement pourrait freiner l'innovation, freiner aussi la production de prospérité, de richesse de nos entreprises également, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle éthique. Oui. Il y a plein d'entreprises qui font très bien, qui sont rentables, en fait, pas toujours rentables, profitables, mais Oui. je vais te laisser les aspects plus business de ce côté-là, mais qui vont bien Oui. et qui n'ont pas entendu que les gouvernements, finalement, encadrent. Oui. L'exemple que moi je prends, c'est vraiment l'environnement. C'est sûr que pendant une longue période de temps, on n'a pas fait de réglementation autour de l'environnement. On a laissé ça un peu à l'industrie privée, on a laissé ça ouvert. Et je dirais la majorité des gens, il n'y avait pas une intention négative, ils ne faisaient pas des actions qui faisaient en sorte qu'on avait un impact négatif sur l'environnement. Mais ultimement, on voit maintenant que beaucoup de la manière qu'on opérait avant sans réglementation a eu des impacts désastreux sur notre environnement et maintenant, on doit être encore plus rigide sur ce qu'on met sur place. Alors, l'idée, c'est d'avoir une réglementation qui soit cadre, qui soit ouverte, qui permet l'innovation, mais qui en même temps fasse en sorte qu'on ne se mette pas dans la même situation que notre environnement, que ultimement, les effets négatifs de l'intelligence artificielle ne soient pas ceux qui vont prendre le plus grande place dans le futur. Puis, je dirais, l'Union européenne a déjà passé une loi et elle donne un cadre international. Et là, c'est vraiment là qu'il faut commencer à s'orienter. Eux, ils ont été les premiers. Il faut s'orienter vers ce que l'Union européenne fait. Puis eux, ils veulent faire exactement ça. Pas tout faire, mais juste un petit peu pour commencer à être sûr que ça soit responsable. OK. Puis, si on parle du positionnement du Canada, Ouais. du Québec, de Montréal notamment, dans le secteur de l'intelligence artificielle, on pourrait le séparer en deux grandes familles. Là, je dirais le secteur privé, les entreprises et tout ça. Ouais. Puis, un peu la recherche. Ouais. En fait, on pourrait mettre un troisième, en fait, là, tout ce qui est leadership sur les questions d'encadrement. Ouais. Comment tu dirais qu'on se positionne dans l'échiquier mondial? Alors, pour la recherche, on est dans les tops. Dans les top 3, peut-être, mais vraiment dans les tops. Il y a plus de 900 chercheurs à la Millen. On parle de vraiment une concentration incroyable de talent. Dans le côté appliqué, depuis Element AI, c'est moins une grande concentration qu'il y avait avant. Alors, il y a du travail à faire là, il y a de l'investissement à faire, il y a vraiment une opportunité, à mon avis, manquée. Du côté positionnement, encadrement, mais le Canada, de façon générale, a vraiment sa place. Puis des Québécois, Québécoises portent la voix très forte dans ces organisations-là. Alors, on a notre mot à dire. Parlons un peu justement d'Element AI. Ouais. On le disait en intro, tu y as travaillé pendant plusieurs années. C'est une entreprise de laquelle on entendait beaucoup parler, qui est devenue un peu le poster child de de ce hub d'intelligence artificielle à Montréal. Les gouvernements avaient appuyé financièrement Element AI. Je pense notamment à cet appui de 25 millions de dollars annoncé par Pierre Fitzgibbon. Mais quand Element AI a été acheté par l'entreprise californienne ServiceNow, Pierre Fitzgibbon a été critiqué pour ses investissements qui avaient été faits. Et sa réaction, ça a été un peu moi j'ai trouvé, lancer Element AI sur l'autobus, dire que c'est un modèle d'affaires qui ne fonctionnait pas. Tout à coup, là, il y avait des mots très durs finalement pour ce qu'était Element AI. Est-ce que c'est normal que le gouvernement encense 2 ans plus tôt une entreprise et puis que quelques mois plus tard, là, on dit à l'unisson que finalement c'était un mauvais call de soutenir Element AI? Alors, moi, l'exemple que je regarde qui est le plus clair pour moi de la potentiel qu'on aurait pu avoir, c'est OpenAI a été créé à peu près en même temps. OpenAI vaut maintenant 80 milliards de dollars. C'est une des compagnies qui avance le plus la science. On avait des technologies plus avancées. On était en avance de plusieurs années de eux. Mais ça coûte des milliards de dollars. Ils ont levé des milliards pour pouvoir bâtir cette entreprise-là. Je pense que, pour répondre directement à ta question, le gouvernement, à travers Investissement Québec et la Caisse de dépôt, ont fait de l'argent avec Element AI à la finalité. Personne dans les investisseurs ont perdu d'argent, ils ont en fait de l'argent. Deuxièmement, il y avait un gros backlash
dans la communauté parce que, ultimement, il n'y avait pas beaucoup d'autres joueurs qui étaient dans la place et ça n'a pas donné l'écosystème qu'on espérait. Je veux dire, moi qui étais impliqué depuis le début, ultimement, Element AI, c'était supposé générer du talent puis des investissements dans l'écosystème en entier. Alors, on a permis de, mettre Montréal sur la map. Il faut se souvenir qu'une des personnes qui travaille chez Element maintenant est en charge du IA chez Facebook. L'autre personne qui travaille est en charge du IA chez DeepMind. L'autre chez Samsung. Ultimement, tous les grands groupes du monde ont des alumni de Element AI en charge de leur programme de IA. Alors, ils ne sont plus dans des entreprises québécoises. C'est ça. Et nous, ce qu'on voulait, c'était de créer le Google du Québec qui allait rayonner. Alors, à ce moment-là, oui, il y a eu beaucoup de backlash parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions. Les gens voulaient ça. Nous-mêmes, on voulait ça. Puis ça n'a pas matérialisé de la manière. Par contre, ServiceNow, le CEO actuellement, dans le dernier earning call de Wall Street, a dit que l'acquisition de Element AI valait des milliards pour ServiceNow. Mm-hmm. C'est le meilleur move qu'il avait fait dans les 5 dernières années. Alors, je comprenais au moment comment les gens se ressentaient, mais je pense que ça a été vraiment dommage pour nous comme société. Parce que ça a découragé énormément de gens qui avaient déménagé ici de rester puis de bâtir. Mm-hmm. Ils sont partis. Et les gens ici, qui faisaient partie de Element, qui auraient pu partir des entreprises, mais au lieu, ils sont allés dans les grands groupes. Américains, étrangers. Autres. Alors, on a besoin de changer notre manière de parler d'entrepreneurship au Québec, dans la classe politique et autres, pour dire c'est correct d'essayer. Faire 350 millions de dollars en 3 ans, je pense que c'est une réussite de 0 à 350 millions. Mais quelle leçon on doit tirer aussi de cette aventure-là? Que ça coûte des milliards pour bâtir cette business-là. OpenAI, ça a coûté des milliards pour générer 80 milliards de valeur. On était sur la même track. Il aurait fallu investir des milliards dans cette business. Mais évidemment, il y a l'argent privé, mais est-ce que l'argent public doit toujours être nécessaire? Il y en a des entreprises qui ont un peu des fois des crédits d'impôt, etc., mais qui ont fait sans appui direct du gouvernement? Je pense que quand on est dans l'environnement québécois, il y a une opportunité. Il faut considérer un peu le capital dans son entièreté dans le monde. On n'a pas on n'a pas autant d'argent que la Californie ou, par exemple, Singapour. Alors, il faut se concentrer sur certains bets. Puis, le gouvernement peut aider à accélérer l'investissement privé. Tu mentionnais 30 millions que l'IQ avait mis à travers le gouvernement, mais ultimement, on parle de 250 millions qui avaient été investis, dont une majorité par des investissements privés. Alors, l'aide gouvernementale, c'était plus pour garder le siège social de Element à Montréal, puis de voir la croissance ici. Parce qu'on se faisait tirer dans tous les sens pour ouvrir un bureau à San Francisco, ouvrir un bureau à Singapour, ouvrir un bureau ici, là. Puis l'idée, c'était de dire, OK, on va se concentrer là. Mais encore une fois, comme véhicule financier, Element AI a été pas le meilleur succès pour le gouvernement, mais ça a été de l'argent remis dans les mains des contribuables. Après ça, la leçon, c'est on aurait dû investir plus dans d'autres compagnies. On devrait continuer à investir dans l'écosystème. On a la recherche. On a l'opportunité. Ça va être là. Si on n'investit pas maintenant, on va perdre l'opportunité des centaines de milliards qui vont être créés, générés en valeur, puis des travaux intéressants. Mais justement, est-ce que tu penses que les gouvernements ont la compréhension nécessaire pour prendre des bonnes décisions, pour faire les bons investissements en intelligence artificielle? Je pense qu'ils se font bien conseiller. Alors, par exemple, le gouvernement canadien... Ou bien lobbyé. Tu sais, très intéressant. Je ne connais pas bien le côté lobbying, mais ultimement, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, le Conseil de l'intelligence artificielle qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, vraiment a beaucoup de personnes très éminentes qui ont des bonnes idées puis essaient de pousser de l'avant. Puis l'annonce qui a été faite par Trudeau la semaine passée,
pour moi, c'est marquant là, parce que c'est vraiment, il a pris à la lettre des idées très importantes que personne, que beaucoup d'autres gouvernements ne sont pas en train de mettre en place, puis ils vont le faire. Après ça, on va voir comment ça va être mis en place, etc. Mm-hmm. Mais ultimement, je pense que le gouvernement fédéral pousse de l'avant. Puis le gouvernement du Québec sont devenus plus timides depuis LMNTI. Ben, c'est ça que j'allais te dire. Mais il y a comme un après LMNTI, un traumatisme aussi. Mais parce qu'ils se sont tellement fait critiquer, mais pour des mauvaises raisons. Les personnes qui critiquaient n'avaient pas l'information adéquate pour faire un jugement. Puis ils sont allés sur des tribunes pour dire que c'était... Ben, il y a eu de la politique. Mais avant que LMNTI soit racheté, il y avait dans le secteur d'autres acteurs qui critiquaient un peu le modèle. Qu'on trouvait que ça devenait trop gros, trop rapidement. Il y avait aussi un enjeu de main-d'œuvre où, évidemment, LMNTI était assez agressif dans son recrutement. Donc, je pense que quand il y a eu ce rachat, il y a eu beaucoup de monde pour dire « Ah, on vous l'avait dit », parce que c'était quand même des choses qu'on entendait. Après ça, il y a eu la politique, les groupes d'opposition, les journalistes, évidemment, qui ont embarqué. Mais il y a un après LMNTI et c'est vrai qu'on la ressent, cette frilosité maintenant à Québec de vraiment embarquer à fond dans quelque chose. Il y a un traumatisme. Là. Mais puis je pense que je pense qu'il faut prendre un pas de recul maintenant que ça fait quelques années. Là. Puis il faut regarder les autres compagnies qui ont réussi, puis l'investissement que ça a pris, puis qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème. Ultimement, LMNTI, moi, je me souviens, les chiffres m'avaient comme atterri. On recevait 26 000 CV qualifiés par année pour des gens qui voulaient déménager au Québec. Juste pour une compagnie. Il y avait un buzz. Il y avait un buzz mondial. Alors, quand les gens pensent à l'intelligence artificielle puis Montréal comme étant une partie comme en avant-garde, c'était beaucoup de travail qu'on avait fait pour avancer les choses puis bouger, en fait, le Canada, le mettre sur la map. Alors, j'espère que les politiciens, politiciennes, que les gens dans l'écosystème vont commencer à être fiers, du moins qu'on a essayé, puis qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont se lever puis essayer, puis qu'on va investir dans ce milieu parce que c'est les jobs du futur. Oui, puis il y en a d'autres, là, des entreprises. Je pense notamment à Coveo, pour ne pas la nommer, qui fait très bien aussi, plus discret toutefois. Puis il y en a d'autres entreprises tech aussi en dehors de l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a d'autres entreprises tech qui font très bien. J'ai envie de te demander, tu as travaillé à l'international, tu as travaillé en Asie, en Europe, en Afrique. Est-ce que tous les gouvernements sont un peu face aux mêmes défis, ont un peu la même attitude ou il y a des choses particulières ici au Québec et au Canada? Ils n'ont pas la même concentration de talent, puis ils ont des enjeux de capital différents. Alors, nous, on a une concentration de talent, surtout de recherche fondamentale, unique au monde, mais on n'a pas autant de capital investi dans les entreprises privées. Il y a d'autres places où ils ont énormément de capital, mais ils n'ont pas le talent. Ou des places qui ont de l'argent et du talent. Alors, on est dans une situation assez unique de ce point de vue-là, où il faut vraiment miser sur attirer le talent ici, attirer le capital, continuer à croître, surtout le côté applicatif. Puis d'un autre côté, l'élément qui est intéressant pour moi, c'est que nos valeurs, on est vraiment une société qui pousse pour l'égalité des chances, pour l'équité. Puis on a une place à jouer dans la réglementation de l'intelligence artificielle dans le monde. Pas tous les gouvernements ont nos mêmes valeurs et on a une opportunité maintenant de mettre de l'avant nos valeurs de société dans le monde. Puis on devrait la saisir. C'est pour nous de bâtir un monde meilleur avec une technologie qui va impacter tout le monde. Écoute, quelle excellente conclusion, Alex, pour cette discussion. En terminant, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une recommandation pour nos auditeurs s'ils veulent en savoir davantage ou mieux comprendre? C'est quand même compliqué. Oui. C'est important que les gens comprennent. Oui. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je recommande le premier chapitre du livre de Yoshua Bengio, Deep Learning, qui est disponible en ligne gratuitement. C'est un peu un historique de l'intelligence artificielle. Ça donne un bon point de vue sur c'est quoi. Et ça met en lumière aussi Lamila, Yoshua, Aaron Corville, puis d'autres qui sont vraiment des pionniers de ce milieu. Merci, Alex. Merci.
C'est ce qu'on avait pour vous cette semaine. Merci d'être à l'écoute encore une fois. Si vous avez des idées d'invités, des idées de citations desquelles on pourrait partir pour faire nos discussions, n'hésitez pas à nous écrire via Instagram. Abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.